également jugé par vous, avec qui j'ai déjà pu discuter. J'ai perdu le fil parce que je voulais dire. Ah oui. En fait, il y avait eu des remarques, notamment pour vos 3 jours socle, ne pas les faire en début de semaine pour juste laisser reposer un petit peu, avoir un week-end avant de renchaîner dans les unités. Je ne sais pas si c'est des remarques qu'on vous a fait remonter déjà. Voilà. Effectivement. Alors, pour l'instant, dans tous les retours, j'ai presque un 50-50, parce que certaines personnes, effectivement, trouveraient judicieux et pertinent qu'on fasse la formation jeudi-vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, pardon, pour laisser le cerveau se reposer le lundi. Et à l'inverse, d'autres me disent, ben non, le mercredi c'est tout frais, on a tout dans la tête, le jeudi matin quand on arrive, c'est génial. Ça permet peut-être de mieux gérer le stress. Oui, Madame Maurice. Ça pourrait être justement l'objet le 13, voilà, juin, de poser la question justement à tous ces nouveaux intégrés, de voir avec ce recul, puisque certains auront déjà plusieurs mois d'intégration, d'autres un petit peu moins, puisqu'il a fallu effectivement grouper, et que ce soit de dimension, on va dire, raisonnable aussi pour les apprentissages, ce sera le moment de leur demander justement à eux, est-ce que rétrospectivement, ils auraient préféré avoir cette coupure du week-end, parce que j'ai envie de dire, vous l'avez compris, c'est une histoire d'organisation, qu'on déploie des équipes de formation du mercredi au vendredi ou du lundi au mercredi, j'ai envie de dire, pour les organisations, ça n'est pas un problème. Donc voilà, donc à vous la question et la réponse du coup. Du coup, je prendrai votre mail à la fin, je vous enverrai la réponse après le 13 juin. Merci. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour ce beau projet. Et je pense que donc pour la suite, j'ai la chance de pouvoir faire venir le docteur Jean Sebel, qui va de Besançon, de partout au Franche-Comté, et qui va nous parler de la fosse percutanée du cathéter de dialyse péritonéale. À toi, Jean. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Moi, je vais vous faire une petite présentation sur la fosse percutanée, donc par le néphrologue, du cathéter de dialyse péritonéale. Donc, c'est une présentation qui va faire un petit peu écho à la présentation de ce matin dans le cadre de la promotion de la dialyse péritonéale. Donc, le contexte, c'est que le bon positionnement du cathéter, évidemment, va conditionner le succès de la dialyse péritonéale. On a malheureusement près de 20% de dysfonction des cathéters qui vont aboutir à un échec technique dans la majorité des cas dans les premières semaines ou les premiers mois, en tout cas dans la première année qui suit la dialyse péritonéale. C'est la cause majeure d'échec de la dialyse péritonéale dans les premiers moments, au moment précoce de la technique. Le parallèle n'est pas tout à fait vrai en hémodialyse, c'est-à-dire qu'on a une thrombose de fistule ou une dysfonction de cathéter d'hémodialyse, ça ne va pas conduire à un échec technique d'hémodialyse. C'est un peu pour plaisanter, mais c'est pour dire que c'est dommage qu'on ait autant d'échecs en dialyse péritonéale. Voilà, il y a aussi une situation actuelle de saturation, tendance à la saturation des centres d'hémodialyse et de surcoûts engendrés qui font que c'est des situations où il est dommage de devoir renoncer à la dialyse péritonéale. Donc le constat est le suivant, c'est qu'en principe, au moment où on fait l'information au patient, qu'on lui présente la technique de dialyse péritonéale, on lui dit c'est très simple, on met un cathéter en place, on lui montre ce schéma qui est vraiment simplissime, et puis ensuite ça marche, et on se dit effectivement très bonne idée. En réalité, ce qu'on a souvent, c'est qu'on fait poser un cathéter, on croise les doigts pour que ça fonctionne, et on débute de la dialyse, et puis on n'a pas toujours d'excellents résultats. On fait un ASP, une imagerie, on voit plus ou moins le cathéter, et on ne comprend pas vraiment mieux pourquoi ça marche pas, et on est embêté puisqu'on ne sait pas quoi faire. Il faut rappeler le chirurgien, repositionner le cathéter, ça rend tout le monde furieux, et souvent on finit rapidement par baisser les bras, soit le patient, soit souvent aussi le néphrologue qui s'impatiente. Et voilà la cause de l'échec technique. La pause chirurgicale, qui est dans la grande majorité des cas,
elle a certains avantages, mais elle a aussi des inconvénients, surtout de délai. Maintenant, on a des accès aux blocs opérateurs qui sont de plus en plus compliqués, et on est souvent malheureux, mais on comprend aussi que la pose du cathéter dialyse péritonéale ne soit pas une intervention qui soit toujours prioritaire pour nos collègues chirurgiens. Sans parler des risques supplémentaires avec l'anesthésie générale, en tout cas tous les inconvénients, la lourdeur que ça peut apporter, ce qui est un petit peu disproportionné probablement par rapport à la simplicité supposée en tout cas du geste. Voilà, la pose du cathéter ne devrait globalement pas être si compliquée, on estime. Donc d'où l'intérêt nouveau pour la pose percutanée du cathéter, qui est une technique nouvelle, mais qui a été plutôt un petit peu délaissée avec les années, donc c'est une technique ancienne qui est validée. Il y a peu d'analyses qui vont comparer cette technique de pose par rapport à la technique classique conventionnelle chirurgicale. Il y a un effet centre qui est certain, c'est-à-dire que les centres où le néphrologue a l'habitude de poser les cathéters, les résultats seront bons, et vice-versa quand le chirurgien est rodé à la technique, donc c'est difficile de comparer vraiment les techniques. Donc dans ces cas-là, il faut s'intéresser aux méta-analyses. On a celle-ci qui est sortie en 2021, qui est dithyrambique, où vous voyez tout ce qui est percutané, c'est bien, c'est vert, c'est validé, puis ce qui est chirurgical, c'est écrit en rouge. Donc globalement des résultats qui étaient assez enthousiasmants sur un taux de complications général qui était en faveur de la pose percutanée du cathéter. En réalité, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, sur ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le taux de fonctionnement purement mécanique du cathéter de dialyse péritonéale, on sait au moins qu'on n'est pas inférieur, voire avec peut-être même un petit avantage pour la pose médicale percutanée du cathéter. Et puis de façon peut-être un peu surprenante, qui ne s'explique pas tout à fait, mais on a aussi moins de complications infectieuses précocement, donc dans la première année après la pose du cathéter, quand le cathéter est posé par le néphrologue par voie percutanée. Donc, en résumé, la pose percutanée du cathéter, on est à peu près certain que ce n'est pas inférieur à la pose chirurgicale. En tout cas, on n'a pas plus, on a au moins autant de cathéters qui fonctionnent bien, et puis pas plus de complications au sens très général. On a aussi probablement moins d'infections. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on a des coûts qui sont nettement diminués en moyenne divisé par 2. Les coûts sont très très variables dans un système de santé ou d'un pays à l'autre, mais globalement, quand on compare avec la pose chirurgicale, vous diminuez le nombre d'intervenants, le nombre de mobilisations matérielles, etc. Ça divise tout par 2. Et puis ce qui est assez documenté aussi, c'est que les centres où le néphrologue va se mettre à poser les cathéters, on va assister à une croissance de la technique dans le centre. Donc un vrai effet de recours à la technique, donc de développement de la dialyse péritonéale tout simplement dans les centres qui s'intéressent à poser eux-mêmes les cathéters. Donc tout ça est très intéressant. En pratique, comment on fait? On sélectionne quand même un tout petit peu le patient, c'est-à-dire que la pose percutanée, elle est quand même à privilégier pour le patient non obèse, pour un maintien des repères anatomiques qui vont faciliter la pose derrière. Et puis sans antécédent chirurgical, évidemment pour limiter le risque d'être confronté à des adhérences sur lesquelles on n'aura évidemment pas la main par voie percutanée. Après, précaution d'usage pour maîtriser le risque hémorragique évidemment. Et puis une mention particulière, c'est plutôt une indication privilégiée la pose percutanée du cathéter pour les patients qui vont être non éligibles à l'anesthésie générale. Donc on pense particulièrement aux dialyses péritonéales à visée cardiaque, avec des patients cardiopathes réfractaires qui vont être très difficiles à endormir en toute sécurité. Des situations palliatives, on est dans des démarches de confort, où une pose percutanée sous anesthésie locale peut être à la fois plus rapide, plus simple et moins lourde pour le patient. En termes matériels, la pose percutanée cathéter, elle nécessite un néphrologue, une infirmière, donc on diminue quand même nettement le nombre d'intervenants. Il y a un côté aussi, en termes de relations médecin-patient, où on maîtrise entre guillemets de A à Z le processus de soins, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Nous, on a prévu
d'utiliser une salle dédiée, mais il y a vraiment une logique de faire ça au lit du malade, entre guillemets, donc de vraiment faciliter la technique. Et puis le matériel, je vais le présenter juste après. Voilà, c'est du matériel, vous voyez, très simple, qui est très similaire à ce qu'on utilise, ce que nous, néphrologues, on a l'habitude d'utiliser pour les poses de cathéter d'hémodialyse, tunnélisés. Donc ici, vous reconnaissez un cathéter de dialyse péritonéale classique, et puis ici, le matériel classique qu'on a l'habitude d'utiliser, donc un guide métallique qui va servir à guider notre matériel, notre dilatateur ici rigide, sur lequel est monté un introducteur temporaire dans lequel va venir se glisser le cathéter et puis ensuite retirer le reste. Le matériel un petit peu spécifique qu'on utilise, c'est une aiguille de Verès, on appelle ça. C'est ce système-là avec une aiguille mousse qui est montée sur ressort, qui va permettre, au moment où on passe le péritoine, cette aiguille montée sur ressort n'affrontera plus de résistance et va donc remonter et sécuriser la procédure pour éviter au côté, le bord tranchant de l'aiguille de générer des plaies de l'intestin. Donc le déroulement de la pause, c'est une admission à J-1 pour conditionner le malade, surtout à faire une préparation colique pour vider au maximum l'intestin puis limiter les risques de perforation, et puis améliorer aussi la qualité de l'éco-guidage derrière pour limiter les barrages véseux. Le jour J, le patient il est sondé à demeure pour limiter aussi l'obstacle vésical, équipé d'une simple VVP pour une sédation légère, en fait, une sédation vigile. Ensuite, on va réaliser une anesthésie locale à la xylocaïne, 2 cm sous l'ombilique, vraiment sur la ligne blanche. C'est une zone qui permet de limiter au maximum les risques, surtout hémorragiques. On est loin des pédicules vasculaires épigastriques. Donc c'est une zone qui va vraiment sécuriser la procédure. On va disséquer comme ça le tissu sous-cutané jusqu'à la ligne blanche qu'on va repérer et qu'on va ensuite ponctionner par voie éco-guidée. Donc une technique qui peut faire un petit peu peur comme ça à premier abord, en fait on voit que c'est relativement simple, en tout cas sécurisé. C'est-à-dire que là, sous éco-guidage, on a le tissu sous-cutané, la paroi musculaire et le feuillet blanc très écogène qui représente le péritoine. Donc dans l'axe de la sonde, on peut venir piquer ici avec notre aiguille de Verès. On saura précisément quand on va passer le péritoine, et on aura en plus la sécurité de l'aiguille qui va se présenter avec son bord mousse et du coup limiter au maximum les risques de plis. Une fois qu'on est à l'intérieur de la cavité abdominale, on teste en vérifiant, en injectant un petit peu de sérum physiologique qui doit passer sans souci et sans douleur. Sinon ça veut dire qu'on est coincé dans la paroi. Et puis une fois qu'on est bien dans le péritoine, on va générer une acide artificielle avec en fait tout simplement 2 litres de sérum physiologique qui va permettre de diluer entre guillemets un petit peu les intestins et puis faire de la place et faciliter le passage des instruments derrière. Voilà, ensuite une fois qu'on a ponctionné notre cavité péritonéale, on peut introduire un guide métallique donc à travers mon aiguille de Verès de laquelle on a ôté la partie mousse. On va mettre en place l'introducteur sur le guide et puis le cathéter via l'introducteur. Ensuite, on va procéder à la tunnélisation de la portion de l'extrémité de l'émergence cutanée. Et puis on a posé notre cathéter de dialyse péritonéale. Donc vous voyez qu'à peu près à chaque étape, en fait, il y a un vrai parallèle avec ce qu'on a plus l'habitude de faire peut-être avec des cathéters tunnélisés d'hémodialyse. Donc un vrai intérêt pratique, en fait, c'est probablement des choses qu'on connaît déjà sans le savoir. Donc les perspectives, c'est voilà, j'aurais aimé vous présenter des résultats plus concrets. On n'a pas encore pu passer à la concrétisation à Besançon, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, voilà, sur le principe, c'est une technique qui est intéressante pour les points que j'ai cités, qui est en tout cas faisable et puis acceptable en termes de risques et de résultats. Donc l'objectif, c'est d'en faire notre routine après, que la plupart des cathéters soient posés de cette façon-là, et évidemment réserver les cas peut-être les plus complexes à l'équipe de chirurgie. On a opté pour une technique la plus simple possible pour vraiment limiter voilà,
toute la lourdeur que peut comporter le processus, mais au fur et à mesure des pauses, on pourra voir s'il y a un vrai apport supposé de la Scopip. Il y a certaines équipes qui ont décidé de s'équiper de Scopip pour avoir un repérage en temps réel plus précis que la technique que je vous ai présentée là. Voilà. Derrière, si on arrive à en faire notre routine, l'idée serait d'étendre aussi l'indication aux patients dits plus difficiles, donc les IMC un petit peu plus élevés, et les patients globalement plus comorbides. Voilà. Ensuite, on pourrait imaginer diminuer la durée d'hospitalisation. Ça, c'est peut-être plus difficile. Je pense que J-1 pour conditionner le malade, l'intervention le jour J et puis la sortie le lendemain, ça restera sans doute le minimum. Donc, on ne va pas forcément gagner beaucoup par rapport à ce qui se fait chez les chirurgiens, mais ça peut aussi se réfléchir. Et puis voilà, ensuite évaluer évidemment le confort, la qualité de vie du malade pour perfectionner éventuellement les protocoles d'analgésie, etc. Et puis le projet secondaire, ça c'est encore qu'une idée, mais si on imagine qu'on maîtrise la pose de l'abord, la dialyse péritonéale en urgence, ça pourrait être une vraie solution, et avec un cathéter qui serait posé voilà, pendant l'envie du malade, possiblement en urgence. Il y a des vraies recommandations sur la dialyse péritonéale en urgence avec des cycles adaptés. Et ce qui pourrait être une vraie alternative à l'encombrement des centres ou voilà, aux difficultés qu'on peut avoir en hémodialyse aussi. Ce que j'ai pas dit, mais ce qu'on observe souvent en néphrologie aiguë, c'est qu'un patient qui va arriver en urgence en dialyse va commencer systématiquement sur de l'hémodialyse, et puis en général au moment de passer à de la dialyse ambulatoire va le plus souvent choisir de rester sur sa technique d'hémodialyse. Donc on pourrait aussi contourner ce biais-là pour étendre un petit peu les indications de la dialyse péritonéale et en faire un petit peu plus. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Merci pour votre attention. Merci Jean pour cette belle présentation, de remettre au goût du jour une technique finalement assez ancienne qui permet, grâce peut-être à l'échographie qui n'existait pas il y a un certain nombre d'années, de sécuriser surtout la procédure. Parce que c'est ça, c'était un petit peu le souci dans les années, enfin les anciennes années on va dire, que voilà, il y avait moins de sécurisation sans échographie. Avec le petit bémol qu'il faut quand même avoir un patient assez échogène et que j'ai un tout petit peu de doute sur les IMC supérieurs à 30, comme tu dis, où l'échogénicité risque d'être un petit peu plus limite et ça risque de rendre un petit peu plus difficile la procédure. Alors ça c'est une question que la pratique nous aidera à répondre, c'est que là l'échographie, moi j'ai choisi de l'utiliser parce qu'il n'y a pas de raison de se priver d'un outil qu'on a vraiment à la portée de la main maintenant. Mais quand vous regardez un peu les différentes publications sur les techniques de pose de cathéter percutané, en fait on a très peu qui utilisent l'échographie. Ils font soit à l'aveugle, soit en radioscopie en injectant du produit de contraste radio-opaque, quoi. Mais c'est donc ce que je veux dire, c'est que la ponction à l'aveugle, ça reste une alternative à une procédure qui est relativement sécurisée. Oui, tout à fait. Et non, mais c'est très intéressant. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, Jean-Simon. Merci pour cette présentation qui relance effectivement le débat. Alors après, il faut avoir un néphrologue. Je pense que vous n'êtes pas plusieurs à être formés à cette ici. Non. Donc il faut avoir un néphrologue disponible, il faut avoir une équipe suffisamment large pour le faire. Mais oui, c'est des choses qui se faisaient dans le temps. Une petite question par rapport à cette technique-là. Est-ce que le délai de mise en route de la DP derrière est le même qu'avec une pose conventionnelle? Ou est-ce que le délai a permis d'être changé, raccourci éventuellement? Je ne sais pas si vous avez une politique de démarrage immédiat
Pour le moment, on a choisi de rester sur nos habitudes de routine, de ne pas accélérer le début de la dialyse péritonéale. D'autant que les publications, je ne vais pas détailler, mais ne montrent pas qu'il y a moins de problèmes de